Voilà, il est exactement 12h32 dans ce ZCL de ce vendredi 24 avril. Il y a eu un sondage Calistat qui est sorti aujourd'hui et ce sondage n'est pas très positif pour les instituts de santé puisque les Guadeloupéens font peu confiance à l'ARS. 64% ne font pas confiance à l'ARS, 69% ne font pas confiance non plus au CHU. Et globalement, 84% des Guadeloupéens sont très inquiets. Vous pouvez regarder ce sondage, il est sur Caraïbes Creole News, bien sûr. Et aussi, vous pouvez le regarder sur le site de Calistat. Cela dit, bon appétit, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons recevoir Marie-Luce Panchard, le maire de Basse-Terre. Il était hier sur RHT, il est aujourd'hui avec nous. 11 heures plus tard, nous continuons notre focus sur Saint-Martin avec Jeanne Rogers Van der Poel, qui est la présidente de la FTPE de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et un peu plus tard, Raymond Eligao, qui est un taxiteur, qui est conseiller technique de Swanicab. Et puis, comme chaque jour, nous aurons la chronique psycho avec aujourd'hui Marie-Laure Guillaume. C'est une nouvelle dans la série des psychologues que nous recevons. Et puis à la fin, comme toujours, les deux chroniques haut, Isma Oguenin, Jacques Davila, et la chronique danse avec, bien sûr, notre ami Iman. Voilà, tout est dit. Je vous l'ai dit, on va parler de Basse-Terre, parce que hier, il y avait une distribution de masques à Basse-Terre, mais des questions se posent sur la ville même, la ville capitale de la Guadeloupe, qui est aussi confinée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu avoir Mme Marie-Luce Panchard, maire de la ville, qui est conseillère régionale aussi. Marie-Luce Panchard, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à la Guadeloupe, bonjour aux Bastériens qui doivent m'écouter, j'imagine. Ah ben oui, les Bastériens vous écoutent, c'est un Bastérien qui vous reçoit en plus. Merci à vous. Alors, donc, je disais que la ville de Basse-Terre est confinée en ce moment. Hier, une distribution de masques, c'est dans la perspective de la rentrée du 11 que cette distribution se fait ? Bien évidemment, il faut penser au déconfinement, mais vous savez, nous avons suivi l'actualité comme tout un chacun. Et avant les fêtes de Pâques, avec la majorité municipale, nous avons pris la décision de commander ces masques en tissu. Tout simplement parce que le maire a une obligation. On oublie souvent, même si la santé, ça relève du domaine de l'État, c'est du domaine du régalien, mais le maire ne peut pas ne pas s'intéresser à ces questions parce qu'il a une obligation, il a une responsabilité, il doit s'assurer que la santé de sa population est bien garantie. Donc, très vite, il y a eu le débat autour des masques et nous avons pris la décision parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que lorsqu'on porte un masque, on protège celui qui est en face de vous, et si celui qui est en face de vous porte le masque, il vous protège. Donc, on se protège mutuellement. Et puis, ça s'inscrit dans une démarche qui consiste à se dire, on doit être tous acteurs de cette lutte, de cette protection qui est la nôtre, et on doit avoir un devoir civique en modifiant nos habitudes, en acceptant certaines contraintes, parce que la vie n'a pas de prix et que la santé, ça doit être quelque chose qui doit nous animer tous. Et je vois aujourd'hui les Bastériens qui ont bien compris le geste qui est le nôtre, ils ont bien compris la démarche de leur maire, parce qu'effectivement, dans l'échange que j'ai pu avoir avec nous avons eu à peu près plus de 300 personnes qui sont venues chercher leur masque, on voit bien qu'ils veulent aussi pouvoir agir, et je pense que c'est une bonne chose. Alors, il y en a qui vont toujours critiquer. Vous savez, quand vous ne faites rien, on vous critique, et quand vous faites... Mais c'est tout à fait normal, je l'accepte. Quand on est maire, il faut pouvoir supporter ça. Mais je l'accepte bien volontiers, c'est normal, c'est la démocratie. Et puis, vous savez, nous sommes dans une période difficile pour agir. Je pense que les gens s'imaginent que la mairie est fermée, mais il y a des gens qui travaillent, on fait du télétravail, on est parfois à l'intérieur des services, on essaie d'être en proximité, on est à l'écoute. Moi, je le dis, le téléphone de la mairie est basculé tous les soirs, soit sur la directrice générale, soit sur la directrice générale adjointe, au cas où il y aurait vraiment un besoin, parce qu'on sait que les personnes souffrent, on sait, et il y a une étude qui vient de sortir de l'INSEE qui montre que le problème du confinement est très dur à vivre, surtout au niveau des familles défavorisées, parce qu'il peut y avoir une forme de promiscuité dans les logements, parce qu'il y a
trop de personnes dans ces logements. Donc on doit être à l'écoute. Et qui est mieux pour être à l'écoute d'une population? Qui est le plus proche d'une population? C'est le maire. Donc le maire, il le fait. On ne parle pas beaucoup des maires en ce moment. Mais je pense que, vous savez, tous les maires que nous sommes, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit partout, nous sommes au quotidien préoccupés et nous agissons tant bien que mal. Nous essayons de le faire. On peut nous critiquer, mais nous ne pouvons pas dire que les maires ne sont pas au four et au moulin. Alors, hier, là, on déborde un petit peu du cadre de Basse-Terre. Le président de région et les autres présidents de région de France étaient en relation avec le comité interministériel pour essayer de défendre un peu les intérêts de la Guadeloupe. Et Richardus a laissé entendre que si toutes les conditions n'étaient pas réunies, le 11 mai, ce serait peut-être pas possible d'ouvrir toutes les écoles, ni même ni de déconfiner. J'imagine que vous êtes sur une position similaire ou vous pensez fortement qu'il faut absolument déconfiner? Moi, je me suis exprimée sur ce sujet. Bien évidemment, nous aimerions tous que l'école puisse de nouveau refonctionner. Parce que quand l'école fonctionne, c'est que la vie, c'est que l'activité repart. Donc c'est un signe positif. Mais pour autant, on n'a pas le droit d'exposer, je dirais, ce qu'on a de plus cher, ce sont nos enfants. On a cette obligation aussi de protéger à la fois le personnel qui assure cette éducation et puis tous les intervenants de la communauté éducative. La question qu'il faut se poser avant de se dire est-ce qu'on peut ouvrir ou est-ce qu'on doit ouvrir ou est-ce qu'on ne doit pas ouvrir? La question est de savoir est-ce qu'on peut ouvrir? Pour ouvrir, il faut respecter des normes. Et les normes qui sont celles aujourd'hui imposées dans le cadre du Code du travail pour protéger les enfants, ce sont les masques. Avons-nous suffisamment de masques pour assurer cette ouverture? J'en doute fortement. Alors vous parlez au niveau général ou au niveau de Basse-Terre? Au niveau général, je pense, parce que même si nous devons, et nous avons cette obligation d'acheter les masques, nous savons que nous n'arriverons pas à les avoir, parce qu'il n'y en a pas suffisamment déjà. Donc s'il faut, rien que sur la ville de Basse-Terre, j'ai estimé qu'il fallait au moins 800 masques par semaine. Oui. Donc par mois, je vous laisse le soin de multiplier ce que ça représente en nombre de masques. Enfin, ça, c'est la première chose. Oui, 3400, oui. Après, vous avez la question du fonctionnement de la cantine, la question de l'hygiène, puisque le maire a une forte responsabilité en matière d'hygiène et de santé publique à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faut désinfecter régulièrement. Ça veut dire aussi qu'il faut réorganiser la cantine. Est-ce que nous devons faire le choix soit de faire plusieurs services? Si vous faites plusieurs services, ça veut dire du personnel supplémentaire. Donc vous allez augmenter forcément votre masse salariale et vous savez que beaucoup de communes de la Guadeloupe sont déjà en grande difficulté sur ce point-là. Ça, c'est la première chose. Et puis il faut donner les moyens au personnel pour agir. Vous pouvez vous dire que vous faites le choix, plutôt que de servir le repas à la cantine, d'avoir un système de plateau repas tout fait pour régler ces problèmes d'hygiène. Moi, j'ai essayé de faire le coup. Ça veut dire que les maires, nous travaillons, nous essayons d'anticiper. Oui. Un repas, c'est à peu près un peu plus de 4 €. Je sais que ça voudrait dire qu'il faudrait doubler le coût de la cantine scolaire. Est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir supporter ce doublement pour un repas qui passerait de 4 à 5 € à 8 €? C'est pas possible. Et nous ne pouvons pas faire supporter par les familles qui déjà sont en grande difficulté, puisque le gouvernement vient de dire, pour toutes les personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, qu'il y aura une allocation de 150 € pour ces personnes. En plus, ils auront 100 € par enfant. Oui. Donc, je pense que ces sujets qui sont le quotidien du maire, des maires que nous sommes, nous devons les mettre sur la table, regarder un peu les difficultés. Est-ce qu'on peut les surmonter? Si on peut les surmonter, quel va être l'impact financier? Ça peut être fait très vite. Et puis après, c'est de dire qu'il faut que l'État compense dans le cadre de notre dotation pour nous permettre de remplir nos missions. Parce que nous avons cette obligation. Et puis, moi j'ai envie de vous dire, Monsieur Zandonis, on laisse les maires porter une lourde responsabilité parce qu'on dit que les écoles doivent ouvrir selon le volontariat. Mais quel volontariat? Celui des parents? Celui des enseignants? Celui de l'élu? Celui des intervenants? Tous à la fois. Tous à la fois. Oui. Vous pouvez vouloir, les parents peuvent vouloir, mais les enseignants, comme les questions ne sont pas résolues, peuvent ne pas vouloir. Mais les parents ont besoin de travailler aussi. Les parents ont envie de reprendre le travail. Donc,
moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être faire une toute petite évaluation il y a 15 jours de ça pour connaître les conditions dans lesquelles les écoles peuvent reprendre. Oui. Comment peuvent-elles reprendre? Et à partir de là, voir quelles sont les conséquences pour chacun. Et en fonction de ces conséquences, si nous avons les solutions, de dire, oui, on peut reprendre dans telles conditions et avec un nombre d'effectifs qui est forcément limité. Et ce nombre d'effectifs limité, on l'assume avec on met un système de roulement qui permet qu'au bout du compte, tous les enfants reprendront le chemin de l'école. Mais, je crois qu'on a été plus sur des principes que sur la réalité et la faisabilité de la reprise du fonctionnement des écoles. Alors, Madame Panchard, il n'y a pas que des écoles, il y a aussi l'activité économique de Basse-Terre. Je veux parler aussi bien du port, de la vie, des commerces de la ville qui sont impactés depuis 2 mois. Vous savez qu'il y a des problèmes de trésorerie qui se posent déjà pour certaines entreprises. Il y a beaucoup de salariés qui sont en chômage partiel, mais ils ne pourront pas l'être indéfiniment. Donc, au-delà des écoles et des enfants, il y a le problème de la vie pratique à Basse-Terre. Oui, mais Basse-Terre n'aura pas plus de problèmes que d'autres communes de la Guadeloupe. Oui. Je pense qu'il ne faut pas vouloir faire un focus sur le chef-lieu. Non, mais je parle de le monde économique. Oui. Oui, mais le monde économique va souffrir. C'est très clair, même si des moyens importants ont été mis à la fois par l'État, je vois la collectivité régionale, quand on additionne l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition du monde économique pour faire vivre et permettre à ce tissu économique de repartir, c'est près de 25 millions. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action pour essayer de soutenir les entreprises de la Guadeloupe, mais il est clair que le moral est au plus bas et que l'activité ne va pas reprendre et qu'après cette crise sanitaire, il faut s'attendre à une crise économique, une crise sociale. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il faut des mesures chocs comme on a pu connaître en 2009. Moi, je suis pour, et nous l'avons voté lors de la motion en assemblée plénière. Il faut demander pour nos territoires, je dirais, l'annulation dans des conditions qui restent à déterminer, mais l'annulation des dettes sociales, par exemple. Pour 2 mois. L'État le propose pour 2 mois, mais vous savez qu'il y a une commission européenne où la France, justement, était venue négocier une somme. Jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas réellement en faveur. L'Allemagne, vous le savez, n'a pas voulu, comme on dit, lâcher du lest. Donc ça veut dire que l'État français même aura des difficultés à financer son propre redéploiement. Et j'imagine que pour les Antilles, pour la Guadeloupe, la Martinique et les autres îles, ça va être aussi compliqué. Ça va être compliqué, mais si on prend en compte la situation particulière de nos territoires, parce que pour le coup, on sait bien que sur le plan économique, nous étions un territoire extrêmement déjà difficile, puisque l'économie, elle est, je dirais, portée à bout de bras grâce à la commande publique, et la commande publique va souffrir, puisque si l'économie ne repart pas, les collectivités n'auront pas des recettes, les recettes d'octroi de mer vont chuter, la taxe sur les carburants va chuter. Elle a déjà chuté. Oui. On va avoir les chiffres très prochainement. L'octroi de mer aussi. Oui. L'octroi de mer aussi. Donc ça va être difficile de planifier des opérations d'investissement qui permettaient de relancer l'activité économique. Donc je pense que le gouvernement doit entendre ça et ne pas vouloir nous traiter l'outre-mer de la même manière que d'autres régions de la métropole qui n'ont pas les mêmes difficultés que nous. Qui n'ont pas les mêmes difficultés. On a bien trouvé les moyens en 2009. Oui, mais sauf que la crise, là, en 2009, la Guadeloupe était impactée, mais la France ne l'était pas, l'Europe ne l'était pas, le monde ne l'était pas. Même Panchard, il y a des Bastériens qui vous écoutent en ce moment, qui vous regardent, et des gens qui sont dans le commerce. Je sais que les relations avec l'association des commerçants n'ont pas toujours été très bonnes. Est-ce qu'à partir du 11, Basse-Terre, en dehors des écoles, peut redémarrer, oui ou non? Je viens de voir qu'il y a un décret qui permet notamment à tous les magasins qui font de la vente de tissus, qui sont autorisés à reprendre. En dehors des restaurants. En dehors des restaurants. Donc petit à petit, on ne peut pas ouvrir les magasins. Il faut quand même se soumettre à un minimum de réglementation. On n'est pas en dehors, je dirais, du système français. Moi, je dis que je souhaite que la vie puisse reprendre à Basse-Terre. Vous dites que j'ai des difficultés avec les présidents des associations de commerçants. Moi, je l'entends. En tout cas, j'ai eu régulièrement les présidents des associations de commerçants. J'ai régulièrement Madame Nathalie Edo. J'ai mis en place une cellule d'appui. Ça va mieux. Vous voulez dire que ça va mieux entre vous et elle, c'est ça?
Moi, j'ai jamais considéré qu'il y avait des difficultés. C'est chacun qui l'interprète comme il le souhaite. Moi, j'interviens en ma qualité de maire. Je sais qu'une ville comme Basse-Terre, on a besoin du monde économique, on a besoin que le centre-ville redémarre, on a besoin que toute l'activité redémarre. Donc, il y a à soutenir. C'est la raison pour laquelle, avec la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons établi un partenariat très fort pour accompagner, pour inciter à ce que les entreprises, les commerçants puissent solliciter tous les dispositifs qui sont mis en place, tant au niveau, je dirais, de l'État que de la région Guadeloupe. Oui. Par la suite, il y a des choses que la ville peut faire. Je suis en train d'étudier tout cela pour faciliter une reprise de l'activité économique. Donc, mais je veux le faire aussi avec les commerçants, avec tous ceux qui aujourd'hui se posent la question dans le cadre du déconfinement. Mais vous le savez mieux que moi, nous n'avons pas vraiment une feuille de route puisque nous ne connaissons pas parfaitement les conditions de ce déconfinement. Dès lors que le gouvernement aura fait savoir, même si le Premier ministre dit que ça va être surtout la question entre le représentant de l'État, qui est le préfet de région, et les maires de chaque ville pour voir comment les choses peuvent se mettre en place, on a besoin d'avoir les grandes lignes. Les grandes lignes, nous ne les avons pas encore. Oui. Donc le moment venu, effectivement, on se donnera les moyens. En tout cas, la ville de Basse-Terre fera le maximum pour qu'il y ait une reprise de cette activité. Mais nous aurons aussi, j'entends et je veux le dire, nous aurons quand même le souci de nous assurer que nous n'allons pas mettre à mal la question de la santé publique. Parce qu'il ne s'agit pas de reprendre pour reprendre, et puis que dans 15 jours, on se rend compte qu'il y a une flambée de l'épidémie et que le Covid-19 repart ici en Guadeloupe, sachant, et ce sont les Guadeloupéens qui le disent eux-mêmes, qu'ils n'ont pas confiance dans le système de santé avec les problèmes qu'on connaît au niveau du CHU et des autres services médicaux de la Guadeloupe. C'est un fait qu'il faut prendre en compte, et c'est pour cela que d'ailleurs l'État a eu une position plus ferme en termes de confinement que d'autres régions de métropole. Alors, c'est une dernière question qui concerne un petit peu, qui va au-delà de Basse-Terre. C'est vrai que la situation est particulièrement difficile sur le plan économique pour Basse-Terre et pour la région. Est-ce que c'est la question qui va se poser désormais pour ce qu'on appelle le Grand Sud? Est-ce qu'il ne va pas falloir revoir un peu l'organisation économique, l'agriculture, tout cela, dépasser le cadre de la ville, de la capitale, mais aller un petit peu plus loin, parce qu'on a bien vu ces temps-ci, la distribution, par exemple, le marché de Basse-Terre, pour l'instant, il est fermé, il y a des marchés qui sont ouverts en grande terre. Est-ce qu'il ne va pas falloir revoir un petit peu tout ce dispositif? Le marché, c'est pour des raisons de santé publique. Oui, bien sûr, je le sais. Qui est confiné. Oui. Mais bien évidemment, de toutes les manières, la question se posait déjà avant cette épidémie, parce que dans le Grand Sud Caraïbe, il faut vraiment qu'on ait un projet de développement économique. Et il ne faut pas qu'on ait une addition des politiques municipales. Oui. Et c'est vrai que la communauté ne s'est pas donné les moyens, faute bien évidemment des difficultés qui sont les siennes et que nous connaissons tous par rapport à la question de l'eau, à la question de sa situation financière, mais je pense que c'est des sujets qui vont pouvoir être débattus en profondeur à partir du renouvellement d'une équipe qui devra être mise en place, on l'espère bien, avant la fin de l'année. Parce qu'il y a une incertitude qui est liée aussi à l'organisation des élections municipales qui vont avoir des conséquences. C'est en octobre, on a le temps. Qui vont avoir des conséquences sur forcément le conseil communautaire. Oui. Donc moi je pense qu'il ne faut pas vouloir aller partout et vouloir traiter tous les axes qui se posent à nous en termes de politique publique. On a une question préoccupante, c'est celle effectivement de préparer ce déconfinement, et c'est de voir comment l'activité reprend progressivement sans mettre en danger sur le plan de la santé nos compatriotes. Moi je ne peux pas, je n'ai pas le droit en ma qualité de maire de mettre en danger ma population, et je dois garantir à minima que toutes les conditions sont remplies pour cette reprise progressive telle qu'il nous est demandé aujourd'hui. Alors, ça ne vous concerne pas, mais je vous donne quand même l'information, vous avez dû le savoir. La CSBT a mis en route un certain nombre de bus dans la commune de Vieux-Habitants depuis quelques jours. Malheureusement, aucune mesure d'hygiène n'a été prévue.
Il faudrait peut-être le dire à votre collègue du maire de Vieux Habitants qu'en prenant des bus sans distanciation, sans aucune mesure sanitaire, ça peut créer des problèmes. Mon collègue, je pense, j'imagine, a dû s'entretenir avec la communauté et les services des transports parce que au niveau du transport, le transport peut fonctionner, mais il faut respecter des règles qui consistent d'ailleurs à ne pas prendre toute la capacité du car parce qu'il faut respecter un certain nombre de distances. Et puis deuxièmement, c'est la question de demander à chaque personne avant de monter dans le car d'être protégée. Vous pouvez comprendre pourquoi moi, en tant que maire, j'ai anticipé sur la distribution de masques en tissu, parce que si vous faites le déconfinement et que les gens ne peuvent pas prendre les transports en commun parce que le masque devient obligatoire, l'Académie de médecine aujourd'hui demande au gouvernement de rendre obligatoire le masque dans les espaces publics. Donc pour cela, il faut doter les gens de masques, il faut que chaque personne puisse avoir son masque. Donc au moins les Bastériens pourront prendre le transport, et ça c'est une bonne chose. Bon, je pense qu'il faut que nous y allons tous et que nous prenions l'habitude peut-être de porter des masques, parce que le masque peut-être, ce n'est pas la solution, mais c'est une solution qui va faciliter peut-être la reprise de la vie et de sortir du confinement progressivement. Marie de Spencer, je vous remercie. On aura probablement l'occasion de vous recevoir après le 11, en tout cas, une fois que la vie aura repris à Basse-Terre. Je vous remercie d'être intervenu en direct dans le ZCL. Voilà, il est 12h. Merci. Je vous en prie. 12h53, tout de suite, la chronique eau. Et après, on revient à la pause. C'est parti. Tout auditeur, tout téléspectateur à Canal 10 et surtout tous les fidèles qui ont écouté nous à l'émission la ZCL. Nous avons dit, nous avons force pour tout le Guadeloupéen qui est confiné. Nous savons que le combat est difficile, mais nous avons un grand rouleau aussi, parce qu'ils ont montré exemplaire dans les mesures de protection, les gestes barrières, qui fait que si le virus là pas font un ravage en Guadeloupe, et nous avons demandé aux gens de continuer agir et précaution pour les mesures qu'il faut, confinement, mais surtout solidarité là et puis les distances. Alors pour ces questions de l'eau là, on voulait réagir sur un communiqué et même on appelle que en collectif à travailleurs de l'eau fait, encore c'est très important. Parce que dans appel à eux, il a demandé son pétition qu'il a fait, il a exigé un certain nombre de bulletins qui est mis en place en enquête parlementaire si gestion à générale des eaux et Veolia en Guadeloupe, qui reste en Guadeloupe pendant 71 ans et qui est parti définitivement en 2020. Parce que depuis 2018, en fait, il a désengagé. Nous avons rappelé que Veolia générale des eaux était géré presque 80% de l'eau en Guadeloupe, c'est ça l'ensemble des communes. Il ne faut pas nous, même si on a des communes, 20 communes, mais surtout 80% de la population est alimentée par Veolia générale des eaux. Donc, il y a une responsabilité énorme. Et depuis longtemps, nous avons dit ça. Nous disons parler des procès Hernandez, mais c'était réglage. À part là, fond à problème là, il y a là, les sommes énormes qui disparaissent, à part Hernandez qui pointe. C'est Veolia générale des eaux qui gère de la pendant un paquet l'année et qui pas fait pas investissement, pas fait pas retour d'investissement et qui dilapide tout bien là que vous là et vous partir pays pour les amis. Ça sont bien important et ce combat là nous avons mené là et ça nous content que le collectif a travaillé de la mettre en place et qu'elle rejoint une position que les associations à de l'eau qui étaient groupées au niveau LKP a mené. Et nous toujours dit qu'il ne faut pas ni opposition entre travailleurs qui ont produit de l'eau, qui ont travaillé de l'eau, et les gens qui ont défendu l'usage de l'eau. Parce que le combat là, c'est le même combat là, nous avons mené là. Nous avons défendu le peuple là. Il faut nous bien cibler l'adversaire en nous. Et quand ils fait bien là, ils montrent que l'ennemi principal là, il vole les nuits diplômés, c'est Général des Eaux. Mais nous avons associé à Général des Eaux, tous les préfets, les administratifs qui étaient en place, ils permettent ces messieurs de faire ça. Qui permettent de faire ça. Et c'est très important. Et au-delà de pétition là, nous avons analysé 7 heures, nous avons signé. Et aussi, nous avons demandé aussi que les gens portent plainte, mais c'est ça, nous avons dit porter plainte contre Veolia, contre tout le monde aussi. Contre les préfets, contre les élus qui collaborent. Parce qu'il faut les élus faire choix. Il ne faut pas les élus comprendre qu'ils doivent rester en solidarité avec Veolia. Il faut choisir le peuple là. Si vous choisissez le peuple là, eh bien, le pays n'y a payé effectivement les conséquences. Mais nous avons dit ça. Nous avons dit important à présent, nous avons dit. Compte tenu des confinements là, nous avons nous compte et nous avons plus de temps pour réfléchir. Nous avons nous compte que les nous sortir en confinement, combat essentiel là pour nous mener, c'est combat pour nous ni un réseau neuf. Pas ni pour d'autres combats, pas ni pour d'autres solutions pour sortir dans ça.
faut monde qui fait ça, il faut nous goumer pour trouver l'argent là pour mettre en réseau neuf. Que tant que vous pouvez en réseau neuf, nous que ni situation là, nous là pour 20 ans, 30 ans, 15, 50 ans, nous payons sortir dans cette situation là et nous ne pouvons pas permettre aux Guadeloupéens d'être victimes de l'eau qui n'est pas bon, de l'eau pas arriver à Gaza. Ça insupportable. Donc ça veut dire combat essentiel là, c'est combat pour nous en réseau neuf. Et nous avons expliqué ça l'autre fois là. Gestion de l'eau, après on peut regarder à vue. Si on peut regarder sur le long terme, si siècle, 2 siècles, 3 siècles. Et si nous mettons en réseau neuf, nous prendre les dispositions pour nous investir plusieurs siècles et qui fait nous gagner un paquet d'argent. Nous assurer l'avenir. Donc c'est ça pour nous faire. Et c'est ça essentiel pour nous comprendre qui objectif à combattre là, c'est là. Merci. Voilà, c'était Isma Ogonet, de l'eau en toute sauce, c'est la deuxième partie avec Jacques Davila, ce sera tout à l'heure. Alors, pour répondre à ça, Isma Otikadi, hier, était une assemblée à tous les présidents de région avec le gouvernement français, et à Richard Alès, vous demandez l'État, qu'est-ce qu'il fait pour ça faire 400 millions là, parce que nous savons que pour mettre de l'eau, vraiment, quand il faut en Guadeloupe, il faut à peu près 800 millions, presque 1 milliard. Et donc, l'État français était pour mettre un chèque de 400 millions, et la région, le conseil général et compagnie, ont fait en dette à un certain nombre de l'année, et pour être complété. Alors, si l'État français répond à Richard Luce, et qu'il mettre 400 millions là, à cette table-là, ben peut-être que le problème de l'eau, mais à 6-5 l'année, ben ça peut régler à nous en l'année, peut-être que ça peut régler. En tout cas, nous avons une occasion, on vient c'est ça, après confinement. Voilà, il est exactement 12h58, je vous l'ai dit, on prend la première pause, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on va faire un petit tour à Saint-Martin, deuxième épisode. Le ZCL News revient avec Voilà, il est exactement 13h05 dans le ZCL News en direct de RHT et de C10 FM. Nous sommes en direct avec Saint-Martin. Depuis hier, nous faisons un focus sur la Friendly Island, comme on l'appelle, et ça va continuer jusqu'à lundi. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jan Rogers Vanterpool, qui est la présidente de la FTPE de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Madame Rogers Vanterpool, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec Danick. nous. Et je lisais tout à l'heure un courrier que vous avez adressé au président de la République où vous disiez que la situation est difficile puisque le Covid n'attaque pas seulement les poumons, mais n'attaque aussi l'économie de l'île de Saint-Martin. Alors, j'aimerais dire que ce courrier a été adressé à Madame la préfète oui. de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et ensuite en copie au président Gibbs et les représentants et présidents des autres organismes. Oui. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Non, pas encore. Pas encore. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Puisque j'ai déjà eu hier le président de la CCI de Saint-Martin et j'ai aussi le président de l'association des hôteliers. Visiblement, les choses sont très compliquées pour vous à Saint-Martin. Oui, d'ailleurs, Danick, je dois vous remercier quand même d'avoir fait ce focus sur Saint-Martin, hein, parce que c'est une situation très, très compliquée pour nous. Oui. Compliquée parce qu'on a eu ce cyclone donc, que tout le monde connaît, Irma. On a 2 ans et demi après le cyclone. Oui. Ensuite, on a eu des manifestations au mois de décembre. Et donc, tout cela, on espérait finalement qu'on allait avoir une saison digne de cela. Oui. Et malheureusement, on a eu cette crise sanitaire. Donc, voilà, on ne sait pas. C'est la première fois qu'on est face à ce phénomène. Oui. Bien sûr, il faut réagir, il faut essayer d'aider. Et pour ce qui est des petites entreprises, parce que j'ai l'impression que tout le monde pense aux grandes entreprises quand on met des choses en place, mais à Saint-Martin, le tissu économique est essentiellement constitué de TPE, très petites entreprises, où parfois le chef d'entreprise, il est le seul employé. Oui. Et, il y a combien de petites entreprises à Saint-Martin en ce moment? Je crois que la CCI recense, 4 000 entreprises, 4 000 à 5 000 entreprises. Oui. Mais je ne sais pas, je ne pouvais pas me tenir par ce chiffre-là parce que je ne suis pas sûre. Pour nous, les adhérents, on a une centaine d'adhérents. Mais aujourd'hui, on se voit, enfin, je suis obligée de défendre toutes les petites entreprises. D'abord vos adhérents, oui. D'abord les adhérents et toutes les petites entreprises. Alors, tous les Guadeloupéens dans les collectivités majeures le disent, les mesures qui ont été décidées à Paris ne s'appliquent pas strictement
aux entreprises de Guadeloupe, et j'imagine pas celles de Saint-Martin aussi. Et puis, il y a beaucoup de papiers à fournir. Certaines entreprises ne sont pas en règle du point de vue de l'USAF. Comment vous, Madame Audiers Van der Poel, vous gérez ce problème-là avec vos adhérents? Je suis d'accord avec ce commentaire. D'ailleurs, la FTPE Guadeloupe et la FTPE Outre-mer a adressé un courrier ce matin, une lettre ouverte aux entreprises et aux institutions politiques, en leur demandant carrément de faire l'exonération de charges et d'aides fiscales. Oui. Parce que je crois qu'on doit expliquer les choses concrètement. Quand on vit l'expérience, on peut en parler. Et vous prenez une petite entreprise qui a déjà des problèmes de trésorerie à la base, d'accord, et vous faites un report des charges sociales et des dettes fiscales. Pendant ces mois, pendant le mois de mars, le mois d'avril, Dieu seul sait combien de temps va durer cette crise. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et vous nous dites encore qu'il faudra reporter ces dettes fiscales et sociales à payer. Oui. Comment nous allons trouver cette trésorerie pour payer cela? Parce que quand nous allons commencer à travailler normalement, les recettes ne vont pas être assez pour payer ce que nous devons déjà et les encours. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Non, mais on comprend très bien. On a les prêts. C'est la même problématique en Guadeloupe. Les loyers, tout cela. Donc, nous, on demande carrément une exonération des charges des dettes fiscales et sociales. Sur combien de mois? On ne met même pas de mois, on ne met même pas de date. Ah, même pas de date. Donc, vous allez encore plus loin que... Exactement. Et étaler les créances des entreprises. Parce qu'il y a encore il faut payer les fournisseurs. Voilà, il faut qu'on vive aussi. Bien sûr. Donc, complètement tout cela. Est-ce que à Saint-Martin, vous êtes prêt pour une éventuelle reprise des confinements pour les jours qui viennent, c'est-à-dire le 11 mai, premièrement, mais deuxièmement, le gouvernement, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à tout à l'heure d'ailleurs, j'ai entendu un commentaire disant qu'ils ne sont pas encore prêts pour l'ouverture des restaurants ni des hôtels. Exactement. Donc, déconfinement, certes, on a entendu le 11 mai, il y a le problème des écoles qui se pose. Oui. Pour les petites entreprises, celles qui peuvent exercer leur activité, les supérettes, voilà. Donc, pour l'instant, ils ont ouvert leurs portes. Après, je ne sais pas pour les magasins, si les magasins pourront être ouverts le 11 mai. J'ai entendu que les restaurants, comme vous, les restaurants, les bars resteront fermés. Oui. C'est compliqué à Saint-Martin parce que vous savez que notre activité est essentiellement tournée vers le tourisme. Bien sûr, bien sûr. Tant que les USA, les États-Unis, qui est notre marché premier, et le Canada n'aura pas rétabli leur situation, trouvé une solution, ou s'ils ne seront pas guéris. Oui, ça va être compliqué. Il n'y aura pas de visa. Il ne faudra pas de visa. On va souffrir. On va souffrir énormément. Voilà, donc c'est compliqué. La sortie, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Voilà, la saison. Donc le 11 mai, pour vous, le 11 mai n'est pas encore la bonne date? Oui ou non, parce que tout le monde veut en fait ce déconfinement. On veut parce qu'il faut reprendre. Je veux dire, c'est par étapes. On a déjà eu la crise sanitaire, on passe par la crise sanitaire. Après, c'est la crise économique qui suit. Oui, et la crise sociale. Et la crise sociale, d'accord? Donc, moi, je dirais oui au déconfinement. Je dirais pas non. Je dirais oui au déconfinement. Mais il y aura un certain secteur d'activité qui restera toujours en dehors de cela. Oui, alors l'autre problématique, Madame Audiers Van der Poel, c'est la fermeture de la frontière. Oui, voilà. Hier, j'en parlais déjà avec le président de la CCI. Je vous pose la même question. Est-ce que cette frontière va être enfin réouverte ou est-ce que vous souhaitez, au contraire, pour des raisons sanitaires, qu'elle demeure fermée? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si elle sera ouverte, mais tout ce que je peux te dire, que c'est vraiment, elle entraîne, la situation économique deviendra encore plus compliquée. Oui. Au départ, on nous a dit que ça allait être une friendly fermeture. Oui. Là, on se rend compte que c'est vraiment de la bureaucratie
interminable. Personne ne comprend ce qu'il faut faire. On envoie des courriers à droite à gauche. Nous n'avons pas de réponse. Je pense que, moi je parle au niveau des commerçants, des petits commerçants. On ne peut pas demander aux commerçants d'un jour à l'autre de modifier leur circuit de distribution habituel. Les petits commerçants ont l'habitude de s'approvisionner en partie néerlandaise. Tout le monde le sait. D'accord ? Il n'y a pas de grossistes en partie française où on peut s'approvisionner. En plus, ils reçoivent toutes leurs marchandises pour ceux qui leurs marchandises arrivent par la partie néerlandaise. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, les petites entreprises des supérettes, par exemple, dans mon quartier, ne peuvent pas aller s'approvisionner en partie néerlandaise parce qu'ils n'ont pas cette attestation pour pouvoir aller acheter leurs produits. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ils seront en rupture de stock après ces fermetures. Et j'ai entendu le président de la République dire qu'il faut qu'on sauve les sociétés, les entreprises, qu'il n'y ait pas de faillite. Oui. Là, on va tout droit dans le mur. Mais ça veut dire, Madame Rodiers Van der Poel, que votre président de collectivité de la Com va devoir aussi réagir, M. Gibbs? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, je réagis. Hier, il y en a eu d'autres. Demain, il y en aura d'autres. Il faut que tout le monde réagisse. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand on est dans la situation, face à cette situation, qu'on le ressent le plus. Parce que... Il y a l'autre... Excuse-moi, allez-y. Il y a l'autre exemple où, comme moi et d'autres, où les personnes habitent de l'autre côté de la frontière, en partie néerlandaise. Oui. J'ai un chef d'entreprise qui m'appelle, qui me dit, mais Mme Van der Poel, je n'ai pas obtenu d'attestation de la préfecture parce que j'habite en côte hollandaise, j'ai une société à partie française, j'ai un marché, il est électricien, oui. il a un chantier, il n'arrive pas à aller sur son chantier, il ne peut pas payer ses employés, qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est Madame la préfète qui a pris cette décision de fermeture de la frontière. J'ai cru entendre que c'était une décision entre les deux gouvernements. Dans ce cas-là, Daniel Gibbs peut demander à son collègue de la partie hollandaise d'assouplir un petit peu cette fermeture, non? J'espère bien. C'est tout là l'intérêt de nos interventions et nos réactions. De toute façon, on vous voit en ce moment à Saint-Martin aussi, un peu partout sur les réseaux, donc la parole va circuler. D'autant plus, il y a quelques semaines, Saint-Martin s'était mis en mouvement qu'on avait sur la question de la construction sur le littoral. Donc, je peux penser que les Saint-Martinois ne vont pas rester les bras croisés. Mais non, on a ce traité depuis 1648. Oui. Nous pouvons, où il y a la libre circulation des biens des personnes. Oui. D'accord ? On a de la famille d'un côté de la barrière, de la frontière et de l'autre. Des deux côtés, oui. Versa. Oui, et c'est quelque chose de tout à fait naturel pour nous. Aujourd'hui, oui. Et ça faisait partie de notre tourisme aussi, de notre tourisme. J'allais vous le dire, précisément. C'était les personnes friendly, amicales à Saint-Martin, oui. L'environnement, les belles plages et tout ce que nous avons, et cette frontière, une frontière ouverte, sympathique entre le même peuple. Et aujourd'hui, on ne peut plus prétendre à cela. Vous imaginez? Oui, bien. Écoutez, Mme Van der Poel, on vous remercie pour votre intervention. J'espère que vous serez entendue en tout cas. Tout à l'heure, on va recevoir M. Raymond Enigar, lui c'est un taxiteur, conseiller technique soit légal, mais j'imagine que ce sont les mêmes problèmes aussi pour les taxis, qui sont des petites entreprises et qui ont les mêmes difficultés. Tout à fait. Oui. Je vous remercie infiniment. Je dois dire quand même que ça nous oblige quand même cette situation à réfléchir à l'avenir. Tout à fait. Anticiper les choses et puis dire que ça peut nous arriver, des choses incroyables comme ça aussi, néfastes peuvent nous arriver. Et donc, il faut chercher aussi à se reconvertir, parce que je pense aussi aux chauffeurs de taxi qui n'auront pas de travail pendant un certain temps. Oui. On voit que le travail de livraison maintenant se développe. On voit beaucoup de e-commandes qui se développent, des plateformes comme cela. Donc voilà, ça nous amène à vraiment réfléchir pour avancer. Bien, Jeanne Rodiers Van der Poel, merci. Thank you, comme on dit. Merci beaucoup. See you next. My pleasure. See you next. See you next time. Bye bye. Okay, bye bye. Voilà, 13h18, deuxième chronique d'eau, c'est parti tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous, particulièrement à toutes celles et ceux qui souffrent du confinement par suite du manque d'eau crucial de par l'incurie des régies et particulièrement de par la sécheresse qui débute. Je vais vous expliquer les raisons de la situation qui conduisent le préfet à prendre des mesures de subrogation. En effet, en matière de confinement, quand les textes sont pris pour des raisons sanitaires, c'est le préfet qui est substitué à la loi concernant les prérogatives et pouvoirs des élus maires de communes. Donc, le préfet applique la loi votée par les députés que furent à la fois Harry Chalus, Victorin Lurel, Hélène Vainqueur et Gabriel Louis Carabin, qui tous ont voté la loi Lottry. Donc, quand on se trouve en situation d'incurie, d'impéritie, de laxisme, donc de médiocrité et d'incompétence pour certains maires, le préfet est tenu de se substituer à eux, surtout pour les questions sanitaires, particulièrement pour les stations d'épuration qui sont en très mauvais état dans la plupart des communes de Guadeloupe, et il est obligé, à titre préventif, de prévenir la situation. Donc aujourd'hui, il semble que suite aux CTAP particulières qui se sont tenues ces derniers jours, il va être contraint, de par l'absence de réponse fiable portée par les maires des communes qui n'ont pas été à la hauteur des contraintes de leur charge. Oui, les élus pour lesquels vous-même vous avez voté des délégués communautaires dans les communautés d'agglomération, et ce sont ces gens qui sont incapables de faire face à leurs obligations. Donc le préfet est obligé de prendre les mesures de par la loi, sans quoi c'est l'État qui sera responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que vous trouvez normal que des élus du passé qui n'ont jamais levé le petit doigt pour l'eau, aujourd'hui se veulent vertueux, alors que ce sont eux qui ont passé leur temps à outrager la vertu, à ne pas servir l'intérêt général, se sont surtout préoccupés de leur carrière et de leurs petits amis et qui aujourd'hui viennent donner des leçons? Croyez-vous que ce soit normal que l'on vienne nous dire aujourd'hui que la Guadeloupe est couverte de compétences d'ingénieurs, de techniciens, d'administrateurs, et il s'avère que nous soyons dans la merde dans laquelle nous sommes, en incapacité de résoudre même des problèmes d'eau potable, et il faut que ce soit un préfet qui applique la loi parce qu'il est contraint, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que c'est nous-mêmes, nos responsables, ceux que nous avons mis en place, qui ont créé la situation dans laquelle il a obligation d'intervenir. Est-ce que vous croyez que c'est le préfet qui gère l'hôpital? Est-ce que vous croyez que c'est le préfet qui gère les transports publics? Est-ce que vous croyez que c'est le préfet qui assure la gestion de services qui ne relèvent pas de l'État? Nous sommes en décentralisation depuis 1982. Donc nous devons assumer, retrousser nos manches avec courage, nous, usagers, victimes, pour pouvoir faire face parce que cela va préserver nos droits, assurer le maximum de possibilités pour avoir de l'eau, par la contrainte peut-être parce que certains n'ayant pas fait face à leurs obligations vont être contraints, tout comme l'autre jour, ils ont été contraints de mettre des citernes et de distribuer de l'eau pour vous aider, notamment à Saint-François, où le maire était président du SIAG et n'a pas rempli sa mission ni au SIAG ni pour sa commune. Et il en est bien de même dans bien d'autres des communes de Guadeloupe. Et on va en profiter, nous usagers, pour pouvoir régulariser bien des situations que nous ne pouvons laisser continuer. Regagnez, mesdames, messieurs, les associations, allez leur porter assistance, allez vous inscrire dedans. Je souhaite la bienvenue à la nouvelle association qui vient de renforcer le nombre d'associations. C'est une association qui va s'occuper particulièrement du SIAG. Elle possède déjà 1300 adhérents. Nous lui souhaitons la bienvenue sur la galère des combats que nous avons à mener pour la lutte pour l'eau. Et nous vous disons à bientôt pour continuer avec détermination le combat que nous mettons pour la restructuration du service public de l'eau et de l'assainissement afin que les agents des services publics et les usagers victimes puissent obtenir réparation des dysfonctionnements qu'ils ont subis ainsi que la restructuration où ils seront effectivement présents, qui ou pas, au conseil d'administration de la nouvelle structure. Jacques Davila et qu'on va retrouver probablement la semaine prochaine, une nouvelle chronique de l'eau en toute sauce. Alors, je vous l'ai dit, on continue notre parcours à Saint-Martin. Et cette fois-ci, on va retrouver M. Raymond Eligan. Il est taxiteur, il est conseiller
technique de Swaligab Service et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la situation est difficile pour les taxiteurs aussi. Raymond Eligard, bonjour. Oui, bonjour. Good morning. How are you? Good morning. How are you, my friend? How are you? You are fine? Comment dire en français? How are you? I'm fine. Alors, question. Comment les taxiteurs réagissent maintenant à la situation qui est particulièrement compliquée? Réagir, on ne peut même pas réagir. On est coupé de tout, on est écrasé. Et c'est quelque chose qui, ça fait un moment, depuis Irma, Oui. on a vu la fragilité de ce métier, qui dépend surtout sur le tourisme. Et un tourisme qui arrive par Juliana et par Pointe-Blanche. Donc, une fois que ces ports sont fermés, tout est à zéro. Combien de taxis y a-t-il à Saint-Martin, partie française? Il y a à peu près 190 déclarés. 190 déclarés, quelques clandestins? Non, bon, Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Alors, est-ce que les taxiteurs entraient dans le dispositif prévu par le gouvernement pour vous permettre de percevoir, non pas une subvention, mais une somme à la fin du mois de mars? Est-ce que vous avez pu percevoir cette somme? Non, il y a des informations qui circulent. Donc, nous, je pense qu'en tant qu'artisans, on rentre dans le dispositif. Oui. Mais l'information n'est pas claire. Ce qu'on envoie, c'est plutôt pour les petites entreprises. Donc, on parle d'employés, on parle de déclaration d'impôts. Oui, tout à fait. Oui. C'est pas vraiment quelque chose. Donc, ils essayent comment dirais-je, mais c'est pas fait en pensant à nous, quand même. Donc, ça veut dire que ça veut dire que les taxis, depuis le confinement, vous n'avez aucune trésorerie, rien n'est entré dans les caisses? Rien du tout. Rien du tout. On est à moins zéro. Parce que on est plus que zéro, on est moins que zéro. C'est-à-dire, il faut toujours quand même qu'on continue à vivre des dépenses. Oui. Et, on a des sorties, mais pas des entrées. Parce que tout à l'heure, Mme Van der Poel, qui est la présidente de la FTPE de Saint-Martin, disait qu'il va peut-être falloir se reconvertir, travailler sur d'autres domaines. Est-ce que les taxis sont prêts à se reconvertir, créer d'autres fonctionnalités à Saint-Martin? C'est possible? Oui, pour une partie, parce qu'il faut voir que certains, avant de rentrer dans le taxi, faisaient autre chose. Oui. Des anciens menuisiers, des anciens maçons, des anciens marins-pêcheurs. Oui, ils vont revenir à ce qu'ils faisaient avant. Oui, mais c'est pas toujours évident. Bien sûr. Pas toujours évident de reconvertir. Mais il y avait un programme qu'on avait lancé depuis Irma quand on a vu ce problème, c'est-à-dire pour, comment dirais-je, pérenniser la profession. Parce que nous, on est comme sur le tourisme, on dit qu'il y a d'autres créneaux de mettre en place. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, c'est un programme qui a été lancé par la création de cette nouvelle association de taxis, Swaligab. Oui. Et puis on a fait un projet, mais c'est pas toujours très compris. On a dit ouais, c'est bien joli, on a le temps. Et voilà, 2 ans et demi après l'autre, on est au même encore pire. Parce que après Irma, c'est que notre région. Là, c'est le monde entier. Donc, c'est une profession qui est en voie de disparition, on peut dire, et qui, peut-être, il faudrait pense à autre chose, convertir, trouver d'autres créneaux. Il en existe. On a fait certaines suggestions, mais personne ne nous écouter tout de suite. Maintenant, j'ai un peu d'espoir parce que, comme j'ai écouté l'intervention de la présidente de la Chambre qui dit il faut réfléchir, penser à autre chose. Mais je voulais dire que nous,
on a déjà réfléchi. Hein, c'est pas sur le moment qu'on va réfléchir, on a déjà réfléchi. On a déjà proposé autre chose. Donc je pense que maintenant, comme on a eu ça avec Irma et maintenant sur Covid-19, qu'ils vont nous écouter, essayer de mettre quelque chose pour sauver la population. Oui. Et, en général. Quoi. Alors, vous savez, d'autre part, que lorsque le confinement sera terminé et que les taxis auront repris quand même du service, il sera difficile de transporter les gens dans les mêmes conditions qu'avant Covid. Oui, il sera difficile déjà de trouver des clients. Oui. Dans ce premier temps. C'est un second problème pour les transports. Le premier problème, c'est de trouver parce que c'est pas de lendemain de levée de Covid qu'on aura des touristes qui vont comment dirais sur ce matin. Déjà, nous on dépendait sur Croisière, Croisiéris, qui arrive pour partir hollandaise, on a le problème du port, mais en général, pas plus tard que ce matin, j'écoutais un machin que les gens sont friands des croisières. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les grands bateaux de croisière ont été touchés par ce phénomène. Tout à fait. Donc, pour reprendre, donc il faut déjà se diversifier, aller vers autre chose. Le transport n'est pas de taxi, c'est pas que pour les touristes. Il y a des gens résidents qui ont besoin de taxi aussi, oui. Donc il faut aller dans ce créneau, le favoriser, montrer des gens que c'est plus comment dire, c'est plus intéressant de prendre un taxi que de prendre sa voiture personnelle. C'est moins polluant et c'est plus facile. Parce que toute une rééducation, quoi. On va demander aux taxiteurs d'avoir des masques et puis d'avoir peut-être du gel dans la voiture et de ne pas pouvoir emmener plus de 2 personnes à la fois. Oui, tout à fait. Si on trouve ces 2 personnes, voilà les conditions dans lesquelles on va pratiquer. Le plus intéressant, ce serait de les trouver. Une fois qu'on les trouve, on aura tout taxi pour transporter une ou 2 personnes, mais il faut chercher cette clientèle parmi des résidents. Hein. Oui. Bon, il va falloir chercher une nouvelle clientèle, voilà, c'est ça. Voilà. Chercher une nouvelle clientèle, réfléchir un peu. En tout cas, Raymond Indigard, merci de votre intervention. On vous souhaite de pouvoir redémarrer, comme on dit, de remettre en route, c'est le cas pour les taxiteurs. Ça va être compliqué, mais j'espère que Saint-Martin, avec l'ensemble des responsables, on a déjà eu la CCI, on a eu le responsable des hôtels, la responsable aussi de la FTPE, vous-même, et lundi on continue. À un moment donné, les Saint-Martinois vont se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Merci pour cette opportunité et puis permettez-moi de vous saluer et remercier toute l'équipe qui a pensé à nous et d'envoyer un salut pour mes amis de la Guadeloupe. Je pense notamment à mon grand ami Franz Zacramel. Oui. Ah ouais, c'est Franz qui fait tout le travail là. Sur le responsable de communication, c'est Franz, effectivement. Le travail fait. Je le remercie pour le travail qu'il a déjà fait ce matin, pour le travail qu'il continue à faire et pour le travail futur qu'il va faire. Et je sais qu'il a un petit souci de santé et je souhaite une très bonne récupération et que continue pour des faits, quoi. OK, bye bye. See you next, Mr. Helligar. Bye bye. OK, see you next time. Il est 13h33, deuxième pause, et on continue tout de suite après. On va retrouver notre psy de service aujourd'hui. Il s'agit de Mme Marie-Laure Guillaume, avec elle on parlera du bilan de compétences. C'est très important. Si vous travaillez et si vous avez besoin de savoir ce que c'est, restez branchés, écoutez, pas débranchés. Bien voilà, il est 13h40 et comme chaque jour à la même heure, nous avons donc la chronique psy grâce à l'association
des psychologues de la Guadeloupe qui nous permet d'avoir chaque semaine une série de psy. Cette fois-ci, c'est Marie-Laure Guillaume. Hier, c'était, si je me trompe, Cherline Goudet. Avant, c'était Madame Corinne Arson. Et aujourd'hui, c'est Madame Marie-Laure Guillaume. Bonjour, Madame Guillaume. Bonjour, Monsieur Zandroni. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du bilan de compétences. J'avoue que c'est un outil que je n'ai pas eu à utiliser, mais qui est nécessaire dans la société aujourd'hui. Oui, tout à fait, et encore plus en ce moment de confinement, oui. Puisque ce temps de confinement a marqué une rupture dans le temps, oui. Et qui amène chacun en fait à s'interroger sur le monde au regard des différents bouleversements engendrés par la situation, mais aussi de s'interroger sur soi-même. Donc ça pousse à une sorte de réflexion, une introspection personnelle. Donc pour pouvoir faire ce travail, effectivement, un professionnel qui est le conseiller bilan peut accompagner effectivement toute personne dans cette démarche de réflexion, d'analyse par rapport à son avenir professionnel. Alors, juste une petite question pour que nos téléspectateurs comprennent. Quel est le rôle du psychologue de travail que vous êtes dans le bilan de compétences, quand il s'agit de réaliser un bilan de compétences? Alors, le rôle du psychologue du travail, dans le cadre du bilan de compétences, il s'agit d'être l'interlocuteur principal de la personne. Donc, pour pouvoir vous expliquer, donc le bilan de compétences a des temps individuels lors d'entretien, oui, et des temps aussi de travail personnel. Donc, le rôle du psychologue, c'est d'accompagner toute personne qui est dans une démarche de réflexion quant à son projet, dans l'analyse effectivement de ses motivations, pouvant l'aider à identifier ses valeurs, lui permettre d'identifier ses compétences personnelles et professionnelles, et pour cela, il utilise différents outils. Ça peut être des questionnaires, ça peut être des tests, on a différents supports en ce sens. Donc, on amène la personne à mieux se connaître, à s'interroger aussi sur ses aspirations personnelles et professionnelles pour pouvoir lui permettre de définir son projet. Alors, pour les gens qui ne savent pas et qui peut-être auront envie de faire leur bilan de compétences, j'ai envie de vous poser la question tout simplement, qu'est-ce qu'un bilan de compétences? Alors, un bilan de compétences, comme je viens de le dire, c'est un outil. C'est un outil, l'outil dédié en tout cas, pour permettre justement à toute personne qui veut réfléchir à son orientation professionnelle, qui veut prendre le temps d'être accompagnée dans cette démarche, de pouvoir, grâce à un professionnel, de pouvoir se poser les bonnes questions, faire toutes les démarches nécessaires afin de valider son projet et de pouvoir effectivement à la fin, puisque le bilan de compétences a différentes étapes, donc une analyse de la demande, une phase d'investigation avec toute la phase où je veux mieux me connaître, identifier mon potentiel, identifier tout ce que disais en termes de ressources, qu'est-ce que j'ai, quelles sont les compétences acquises, et de pouvoir me dire aujourd'hui avec tout ça, vers quoi je peux m'orienter, comment transférer mes compétences au regard, bien sûr, de mon environnement socio-économique, de l'offre d'emploi, mais aussi si je veux créer ma propre activité, monter mon entreprise. Alors, techniquement, comment ça se passe quand vous la psy, vous êtes en contact avec cette personne? Imaginez que je veux faire mon bilan de compétences. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un rendez-vous à votre cabinet? Comment ça se passe? Alors, c'est tout simple. Moi, je représente aujourd'hui le CIBC Guadeloupe. Toute personne qui est intéressée pour réaliser son bilan de compétences contacte le CIBC Guadeloupe au 05 90 82 72 73 et on va lui proposer un entretien où on va analyser son besoin et pouvoir lui proposer effectivement le format de bilan le plus adapté par rapport à son besoin. Oui. Donc c'est tout simple. Donc en fonction du statut, nous savons qu'un salarié, il peut réaliser son bilan en utilisant son compte personnel de formation. Un demandeur d'emploi peut se rapprocher de son conseiller référent Pôle emploi. Un jeune de moins de 25 ans en passant par son conseiller mission locale. Un travailleur en situation de handicap, bien sûr, peut faire la demande au niveau de son conseiller référent Cap emploi. Et toute personne qui est non salariée ou en situation de précarité peut aussi s'adresser directement au CIBC, qui pourra lui proposer des modalités de prise en charge par le biais du Fonds social européen. D'accord, parce qu'il faut quand même payer pour le bilan de compétences.
Non. Alors, le bilan de compétences, dans la majorité des cas, il est gratuit pour le bénéficiaire. Oui. Parce que, comme je viens de le nommer, il peut être pris en charge par le biais du compte personnel de formation, Oui. soit par le Fonds social européen qui est un partenaire essentiel, soit par le Pôle emploi, la mission locale. Et en dernier lieu, effectivement, il peut faire l'objet d'un financement personnel. Et ça dure combien de temps ce bilan de compétences? C'est comme un examen ou alors... Pas du tout, non. Pas du tout, puisqu'on est dans une démarche d'accompagnement réflexive où on a le psychologue dans cet accompagnement a plutôt une position, on va dire, de miroir. Hein, c'est aider l'autre à cheminer dans sa réflexion pour prendre ses décisions et faire ses choix. Oui. Donc le bilan ne peut excéder 24 heures. Ah, quand même. D'accord. Il ne peut excéder 24 heures. Comme je vous disais au préalable, il y a des temps en entretien individuel, d'analyse, et il y a des temps aussi de travail personnel. Ce qu'il faut savoir, en règle générale, il peut se réaliser dans environ sur une durée de 15 heures, puisque nous analysons aussi et prenons en compte l'autonomie personnelle de la personne, aussi son équipement matériel, ordinateur, tout ce qui peut permettre le travail à distance. Et donc, nous sommes en période de confinement. Donc, ça s'organise en forme de télé, télé-bilan ou alors physiquement, il faut quand même se déplacer. Comment ça se passe? Alors, puisque nous sommes en période de confinement, donc nous proposons au CIDC Guadeloupe un accompagnement sous forme d'entretien téléphonique, d'entretien en visioconférence. Et nous sommes dotés aussi d'un outil numérique, une plateforme qui nous permet de proposer tous nos outils via la plateforme et de pouvoir accompagner à distance. Donc toute personne sur le territoire qui est intéressée aujourd'hui pour pouvoir prendre le temps, puisque le confinement le permet, de réfléchir à son projet professionnel, peut le faire, puisque nous étudierons avec lui effectivement dans quelles conditions les plus optimales qu'il peut entreprendre cette démarche et la réaliser pour pouvoir définir son projet. D'accord. Et il y a un avantage quand même à faire ce bilan de compétences, Madame Guillaume? Tout à fait. C'est-à-dire que faire le bilan de compétences, c'est prendre le temps, puisqu'on a souvent le nez dans le guidon lorsqu'on travaille. Oui. Et ça permet de faire un point. Oui, quand même. De faire un point sur tous ses acquis professionnels, de pouvoir aussi identifier ses compétences acquises, puisque le monde du travail évolue, les techniques, les outils, et de pouvoir se dire, parce qu'on n'a pas tout le temps de pouvoir partir en formation et de se dire que je dois me mettre à jour sur mes connaissances, pouvoir enrichir mes compétences, devenir plus performant. Donc le bilan de compétences a toute sa place. Et aussi, aujourd'hui, on parle de conseil en évolution professionnelle. C'est un outil excellent et qui est complémentaire au conseil d'évolution professionnelle. Alors, si je comprends bien, avant de terminer, nous sommes en ce moment en période de confinement. C'est le moment idéal pour le bilan de compétences, en fait. Idéal, oui, puisque comme je disais au début, c'est-à-dire que le confinement a créé une rupture, introduit une rupture dans le temps. Avant, on avait des temps personnels, des temps sociaux. Aujourd'hui, on est tous chez soi. Et on a parfois du temps qu'on pourrait mettre à profit pour pouvoir effectivement initier ces démarches, puisque parfois on nous disait, bon, je vais entreprendre, je vais contacter le CIDC. On n'a pas eu le temps aujourd'hui. On a effectivement des demandes en ce sens. On a des demandes en ce sens de personnes qui disent, c'est une démarche que j'ai voulu entreprendre il y a très longtemps, j'en profite. Je profite de cette période de confinement pour démarrer mon bilan de compétences. Voilà. Mais Madame Guillaume, on vous remercie et j'espère que les téléspectateurs ont bien compris. Je rappelle le téléphone 0590 82 72 73 pour voir le contact. C'est bien cela. Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur Zandronis, et je salue tous les téléspectateurs de Canal 10. Merci. Ils sont enchantés. Il est Bonne journée à vous. Oui, il est 13h49. C'est l'heure de la chronique Danse avec Iman Ayman.
chronique Danse avec Iman, donc en direct du studio Oriental Chimie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez de ce moment pour vous ressourcer, vous retrouver en famille, faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Voilà, profitez de ce moment pour mieux rebondir et pour l'après-Covid, pour être prêt. J'espère que vous aurez toutes les opportunités pour rebondir de la meilleure façon possible. Alors aujourd'hui on va continuer sur la danse parce que c'est vrai que la danse c'est un excellent moyen d'évacuer le stress, de travailler sur son corps, sur le cardio, de se socialiser, bien que ces jours-ci c'est un peu compliqué, mais grâce aux outils de communication qu'on a actuellement, c'est facile maintenant de connecter ensemble par les réseaux sociaux, par les applications qui permettent des réunions virtuelles. Et donc dans ce cadre-là, on a l'école Karukera Ballet qui a ouvert en septembre 2019, qui a proposé à ses élèves et à tous ceux qui souhaitaient un challenge autour de la danse. Donc ils avaient pour consigne de faire 4 temps de danse et autour d'une même musique. Donc on va voir en images ce que ça a donné. C'est très sympa et j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce moment de danse très collectif, vraiment très divertissant, comme quoi avec les nouvelles technologies on peut encore danser. Il y a encore des cours qui sont dispensés en ligne. Vous avez plusieurs options possibles sur internet. Vous avez Francesca Dampatia, vous avez des cours avec Hélène Varnier, l'école Liliane Bimon qui donne des cours aussi. Le Centre Ma qui propose des cours en ligne, donc a proposé toute une semaine des cours de danse modern jazz, afro, etc. Vous avez encore la possibilité de les rejoindre aujourd'hui, c'est cet après-midi. Voilà, donc des cours avec moi aussi en danse orientale, des cours de samba, vous avez plein d'opportunités pour pouvoir débuter une danse, essayer autre chose. Si vous faites d'autres styles de danse, c'est vraiment l'occasion. Il y a des cours de kizomba aussi avec Véronique. Vous avez plusieurs options possibles. Voilà, donc je vous laisse l'opportunité de découvrir d'autres styles de danse. Voilà, on va faire un petit focus sur 2 artistes que j'aime beaucoup, qui ont publié des vidéos et qui sont
inspiré par cette période de confinement. On a Stella Montou dans un premier temps, et la deuxième vidéo que vous allez voir, c'est Francesca d'Empathia, donc autour du confinement, deux visions différentes, mais qui sont très d'actualité. Je vous laisse apprécier. On est con, je suis pareil, oh non. Si vous savez à quel point pour moi vos espoirs sont lourds à porter, ne m'en demandez pas plus. Mettez main épuisée, ne défendez pas l'homme, mais défendez les idées, car je suis pareil, oh. J'ai peur face au canon, j'ai choisi une cause et la défends comme France Fanon. Je tente de rester brave, on déteste ou qu'on mène. J'ai trouvé cette terre grave dans des jardins de chrysanthèmes, je suis pareil, oh. Mais je me bats. Je dis tout haut, ce que les gens pensent pas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pareil, oh, mais je me bats. Je dis tout haut, ce que les gens pensent pas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pareil, oh, je suis pareil, oh, je suis pareil, oh. Ils diront que je suis excessif, me décriront comme un personnage impulsif. La vérité c'est que je suis décidé et que je suis prêt à tout perdre en battant pour mes idées. Dans ce monde où l'ignorance nous a accoutumés au mensonge, je peux plus m'étonner de dire la vérité les dérange. J'écris à un vif, eux me lâcheront de sang-froid pour avoir osé prendre la parole au nom des sans-voix, sans foi ni loi. Ils me taxeront de communautaire car j'ai pointé du doigt leur démocratie totalitaire, sensible et sincère. Mes écrits sont universels. Quant à leur humanisme, il est seulement circonstanciel. Des blancs m'ont défendu quand certains noirs m'ont sali, des noirs m'ont soutenu quand certains blancs m'ont trahi. Les filles sont métisses car y a pas de couleur pour rêver. J'ai trouvé cette terre triste au jardin des cœurs à blêmer. Je suis pareil, oh, mais je me bats. Je dis tout haut ce que les gens pensent pas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pareil, oh, mais je me bats. Je dis tout haut ce que les gens pensent pas. Faut pas croire les journaux, ils ne me connaissent pas. Les clichés dans leurs propos ne me reflètent pas. Je suis pareil, oh. Nous voilà de retour ensemble. Alors pour terminer ce week-end, je vous propose un apéro danse autour de la danse orientale. Donc on va parler des différents styles de danse, des thématiques, parce qu'on connaît très peu la danse orientale. On a souvent l'impression que c'est juste la danse du ventre, alors que pas du tout. Il y a vraiment une historique et un sens lié à cette danse. Donc ce sera le premier volet de ce concept de apéro danse. Donc ce sera en virtuel forcément, mais c'est l'occasion aussi de découvrir la danse autrement. Voilà, je vous invite à me contacter en message privé si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, bon confinement. On en a pour quelques semaines à tenir encore, mais Baudelaire n'est pas loin comme on dit, donc à très bientôt. Ni pour personne, puisque nous allons pouvoir continuer. Alors, un dernier mot avant de se quitter, c'est la Croix-Rouge. Le préfet a voulu rendre hommage à tous ces militants, on peut dire, de la Croix-Rouge qui aident beaucoup en ce moment. On regarde ce reportage de Michel et de Pape. Non, le reportage n'est pas encore prêt. Il s'agit simplement de rendre hommage, je vous l'ai dit,
à ces militants de la Croix-Rouge qui ont été très actifs, qui sont un peu partout en Guadeloupe. Et donc, voilà, c'est parti pour ce reportage et cet hommage à la Croix-Rouge. Juste fort, parce que naturellement, la Croix-Rouge est un de nos partenaires habituels en temps normal sur des tas d'actions et en particulier sur tout ce qui est le secours aux nécessiteux dans le cadre des maraudes auxquelles j'ai déjà participé à plusieurs reprises. Naturellement, la Croix-Rouge, elle est aussi au premier rang de nos partenaires dès qu'il y a une crise. On le sait quand il y a un cyclone, j'ai pu le vivre à Saint-Martin après Irma. Et ici, aujourd'hui, la Croix-Rouge nous aide sur le dossier de l'eau. Vous l'avez vu aussi à Saint-François il y a peu sur la question de l'accueil des personnes qui sont en quatorzaine. Et puis, et c'est le grand chantier, c'est tout ce qui est aide alimentaire aux personnes qui sont repérées par les CCAS et le conseil départemental dans les différentes communes, mais aide aussi aux personnes qui sont dans la rue, une aide un petit peu plus d'urgence. Et donc dans ce contexte-là, dès la crise qui a compliqué les choses, par exemple pour l'accès à la nourriture, l'absence de boulot a fait que certains se retrouvent vraiment dans des situations de grande précarité et que les gens ont faim concrètement. Et donc la Croix-Rouge a tout de suite répondu présente et a mis en place cette plateforme que vous avez vu fonctionner là, qui prépare des colis alimentaires d'une part et puis des kits pour les personnes qui sont dans la rue. Et la Croix-Rouge continue à faire à la fois la répartition de ces colis et puis au cours des maraudes, elle donne aussi ces kits. Et ce qui est important de souligner, c'est que l'État, dans cette période de crise, a mis en place un chèque service d'un montant de 3,50 € qui permet 2 fois par jour, pour un montant de 7 € pour chaque personne bénéficiaire, de pouvoir aller acheter des biens de première nécessité, en particulier de nourriture. C'est pas très simple à mettre en place parce que naturellement les personnes ont parfois quelques réticences à aller dans les magasins ont parfois aussi des réticences à les accueillir. Donc la Croix-Rouge, elle aussi sert d'intermédiaire et dans la constitution de ces paniers, elle peut aussi valoriser cet argent qui est mis en avant par l'État. Alors non, ce n'est pas une opération simple, c'est une opération qui nécessite à la fois des moyens matériels mais aussi des moyens humains et donc un engagement fort des bénévoles mais aussi des salariés. Toutes les activités sont mobilisées, il y a la partie effectivement logistique mais aussi la partie de suivi des travailleurs sociaux, de préparation des documents, des commandes mais aussi de liens avec les familles puisque lorsqu'on va livrer, on prend systématiquement contact avec les familles. Donc il y a une partie qui est là visible sur la plateforme et puis il y a une partie aussi qui se passe plus au niveau administratif dans le cadre du suivi. Donc il y a un gros engagement aujourd'hui pour ce dispositif en particulier mais qui répond à la situation exceptionnelle. Voilà, vous avez vu que la Croix-Rouge, il est pratiquement 14h03, je rappelle que nous avons reçu en début d'émission Mme Marie-Luce Manchard, le maire de Basse-Terre, qui, semble-t-il, dit que sa ville n'est pas encore réellement prête, ni pour la rentrée scolaire, ni pour le développement, l'ouverture des magasins, mais enfin, elle attend les dispositions qui vont être prises. Je rappelle qu'il y aura une CTAP, une commission technique paritaire avec la région, conseil général et préfecture, pour mon association des maires lundi. À l'issue de cette réunion, une décision sera prise sur le 11 mai. Pour l'instant, les enseignants, les parents d'élèves, certains maires ne sont pas du tout d'accord pour le redémarrage de la vie économique et sociale et scolaire ce 11 mai. On a reçu aussi Jeanne Rogers van der Poel, président de la FTPE de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. C'est notre focus sur Saint-Martin qui se poursuit. Raymond Eliga, au taxiteur, nous a parlé un peu des difficultés de ces taxis. Et la question qui reste posée, elle a été posée hier, elle a encore été posée aujourd'hui, c'est la frontière entre les parties hollandaises et la partie française de Saint-Martin. C'est un véritable problème aujourd'hui pour la circulation. Et puis Marie-Laure Guillaume, psychologue, nous a parlé du bilan de compétences. Si vous êtes intéressé par ce bilan de compétences, je vous donne le numéro 0590 82 62 73. Et puis comme chaque vendredi, nous avons une chronique de l'eau en toute sauce avec Davila et Ismar. Et vous avez pu danser avec Iman. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La petite équipe technique avec Naïla, avec Kevin, mais aussi avec Céline, avec Harold, Charlie, tous ces gens-là, c'est avec eux que nous réalisons chaque semaine, du lundi au vendredi, le ZCL News, qu'on vous retrouve lundi à la même heure. Salut, bon week-end, et pas sorti, ça qui est difficile pour vous autres. À plus tard.